La salle de la Sorbonne résonnait d'applaudissements nourris sous le soleil printanier qui filtrait à travers les hautes fenêtres lorsque j'ai gravi les marches pour recevoir mon diplôme de littérature. Ma mère assise au premier rang m'a adressé un signe discret mais son sourire avait quelque chose d'étrange, une tension que je ne reconnaissais pas immédiatement. Puis elle s'est levée et s'est approchée de moi juste après la poignée de main du doyen et elle a murmuré calmement: j'ai invité Isabelle Laurent à ton grand jour. Emma, elle est là au fond de la salle. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Comment osait-elle prononcer ce nom ici au milieu de cette journée que j'avais attendue pendant des années pour tourner la page sur tout ce qui m'avait détruite? Isabelle Laurent, l'entraîneuse de natation qui avait changé ma vie en la brisant en éclats minuscules que personne ne pouvait recoller. Les souvenirs ont afflué sans prévenir tandis que je descendais de l'estrade, les mains tremblantes tenant mon diplôme comme une bouée de sauvetage inutile. Tout avait commencé 3 ans plus tôt dans un club de natation discret du 15e arrondissement de Paris près de la Seine où l'eau turquoise scintillait sous les néons froids. J'étais une étudiante de première année timide et réservée fuyant les attentes familiales de ma mère qui rêvait pour moi d'un mariage traditionnel avec un homme stable et une vie rangée conforme aux valeurs bourgeoises qu'elle défendait farouchement malgré les évolutions de la société française. Le club était mon refuge après les cours où je pouvais nager jusqu'à l'épuisement pour calmer l'anxiété qui me rongeait depuis l'adolescence quand j'avais commencé à ressentir des attirances que je n'osais nommer envers les filles. Isabelle était l'entraîneuse principale, une femme de 38 ans à la silhouette athlétique élégante avec des cheveux châtains courts et un regard perçant qui semblait lire au plus profond des âmes. Elle m'a remarqué dès la première séance, corrigeant ma technique avec une patience infinie, ses mains effleurant à peine mon épaule pour ajuster ma posture, mais ce contact léger avait déclenché en moi une vague de chaleur inconnue que j'ai d'abord attribuée à l'effort physique. Nos conversations après l'entraînement se sont prolongées naturellement, d'abord sur la natation puis sur la vie parisienne, les pressions universitaires et les rêves inavoués. Isabelle parlait avec une franchise désarmante de son propre parcours. Venue de province, elle avait sacrifié beaucoup pour sa carrière, évitant les relations sérieuses par peur du jugement social dans un milieu sportif encore marqué par des préjugés, même en France où le mariage pour tous était légal depuis des années. Elle me confiait ses doutes sur l'équilibre entre ambition et solitude et je me surprenais à lui ouvrir mon cœur comme jamais, avec personne évoquant la froideur de ma mère qui ne supportait pas l'idée que sa fille unique puisse dévier du chemin tracé. Un soir, après une séance particulièrement intense où j'avais battu mon record personnel, elle m'a invité à prendre un café dans un petit bistrot près du club. Assise face à face sous la lumière tamisée, j'ai senti pour la première fois cette connexion profonde qui dépassait le mentorat. Ces mots résonnaient en moi comme un écho de mes propres luttes intérieures. Je rentrais chez moi ce soir-là, le cœur battant, me demandant pourquoi son sourire me hantait autant et pourquoi l'idée de ne pas la revoir le lendemain me terrifiait. Ma mère a commencé à poser des questions subtiles sur mes absences prolongées au club, remarquant mon changement d'humeur, ma distraction lors des repas familiaux. Elle me rappelait sans cesse l'importance de me concentrer sur mes études et de fréquenter des cercles sociaux appropriés, loin des distractions inutiles. Je mentais avec habileté, prétextant des révisions en groupe, mais au fond de moi grandissait une culpabilité mêlée d'excitation. Isabelle devenait le centre de mes pensées. Nos échanges par message tard le soir portaient sur des sujets intimes, la découverte de soi, la peur du rejet social. Un après-midi pluvieux après l'entraînement, elle m'a proposé de marcher le long de la Seine pour discuter librement. Nous avons parlé pendant des heures de l'identité, de la pression familiale et soudain, dans un moment de silence, elle a posé sa main sur la mienne et m'a dit: Emma, tu n'es pas seule dans ce combat. Ce contact a tout changé en moi, révélant une vérité que j'avais refoulée depuis longtemps. J'étais attirée par les femmes et Isabelle incarnait tout ce que je désirais: force, vulnérabilité, compréhension. Mais cette prise de conscience portait déjà en germe les conflits qui allaient me briser, car je savais que ma mère ne l'accepterait jamais et qu'Isabelle elle-même hésitait face aux risques professionnels et personnels. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions intenses. Je nageais avec plus de détermination, mais mon esprit dérivait constamment vers elle, imaginant des avenirs impossibles dans une société qui tolérait mais ne comprenait pas toujours les nuances des relations entre femmes, surtout quand l'une était en position d'autorité. Le club est devenu mon sanctuaire et ma prison à la fois, chaque séance renforçant le lien invisible qui nous unissait. Isabelle me poussait à exceller, pas seulement physiquement mais mentalement, m'encourageant à affronter mes peurs. Pourtant derrière ces encouragements je percevais ses propres tourments, son regard parfois fuyant quand nos conversations devenaient trop personnelles. Ma mère organisait des dîners avec des amis de la famille, insistant pour que je rencontre des jeunes hommes prometteurs, ce qui accentuait mon malaise intérieur. J'évitais ces soirées autant que possible, prétextant fatigue, mais chaque refus creusait un fossé avec elle.
Un week-end, elle m'a confronté directement, exigeant des explications sur mes horaires irréguliers et mon air absent. J'ai nié tout en bloc, affirmant que le sport m'aidait à gérer le stress des examens, mais ses yeux suspicieux m'ont fait comprendre que le mensonge ne tiendrait plus longtemps. Pendant ce temps, Isabelle et moi partagions des moments volés, discussions profondes sur la littérature que j'étudiais et comment elle reflétait les luttes humaines invisibles. Elle m'a prêté des livres sur l'identité queer, me conseillant de les lire en secret. Ces lectures ont ouvert des portes en moi, confirmant que mes sentiments n'étaient pas une phase mais une part essentielle de qui j'étais. Pourtant la peur dominait chaque joie, car révéler cela à ma mère signifiait risquer l'exclusion, et avec Isabelle la relation restait floue, teintée de prudence professionnelle. La tension montait inexorablement, chaque décision que je prenais semblait lourde de conséquences. Je choisissais Isabelle en pensée, mais la réalité familiale pesait comme un poids constant. Un soir, après une victoire en compétition régionale, Isabelle m'a serré brièvement dans ses bras pour me féliciter, et ce geste anodin a déclenché en moi une vague d'émotions incontrôlables. Chez moi ce soir-là, j'ai pleuré seule, réalisant à quel point j'étais tombée amoureuse et à quel point ce sentiment était dangereux. Ma mère est entrée dans ma chambre sans frapper, remarquant mes yeux rougis et exigeant la vérité. J'ai éludé une fois de plus, mais le doute s'installait en elle comme un poison lent. Les semaines ont passé dans cette dualité épuisante, entraînement, complicité naissante avec Isabelle et pression croissante à la maison. Je me sentais déchirée entre le désir d'authenticité et la loyauté familiale. Isabelle elle-même commençait à distancer nos échanges après les séances, prétextant des obligations, mais je voyais dans ses yeux le même conflit intérieur. La société parisienne progressiste en surface cachait encore des jugements sournois, surtout dans les cercles bourgeois où ma mère évoluait. Mes choix se dessinaient comme des paris risqués, chaque pas vers Isabelle m'éloignant un peu plus de l'approbation maternelle. Les mois suivants ont intensifié cette connexion fragile entre Isabelle et moi. Nous avons commencé à nous retrouver en dehors du club, dans des lieux discrets comme des librairies du Marais ou des bancs isolés au jardin du Luxembourg, où nous parlions pendant des heures de nos vies intérieures. Elle me racontait son passé, une jeunesse marquée par des relations compliquées avec des femmes et la décision de se consacrer à la natation pour canaliser ses énergies. J'écoutais fascinée, admirant sa résilience face aux préjugés qu'elle avait affrontés dans le milieu sportif français, où l'homosexualité était tolérée mais souvent cachée pour préserver les carrières. Mes propres sentiments s'affirmaient chaque jour plus fort, je me surprenais à rêver d'un avenir où nous pourrions être ensemble sans peur. Pourtant Isabelle posait toujours des limites subtiles, rappelant son rôle d'entraîneuse et les risques éthiques que cela impliquait. Un après-midi pluvieux au Luxembourg, alors que nous partagions un parapluie, elle a pris ma main et m'a dit doucement: Emma, tu mérites quelqu'un qui puisse t'offrir tout sans compromis, mais je ne suis pas sûre d'être cette personne. Ces mots ont percé mon cœur comme une lame fine, mais ils ont aussi renforcé ma détermination à lui prouver que notre lien valait la peine des sacrifices. À la maison, la pression familiale s'accentuait. Ma mère organisait de plus en plus de rencontres avec des amis influents, espérant me voir nouer des relations conventionnelles. Elle évoquait souvent les succès de mes cousines mariées et mères de famille, soulignant implicitement mon retard supposé. J'esquivais ces conversations, mais chaque fois une partie de moi se sentait coupable de trahir les attentes qu'elle avait placées en moi depuis l'enfance. Mon père, absent depuis le divorce, restait une figure silencieuse, ne s'impliquant pas dans ces débats. Les entraînements devenaient mon échappatoire et ma source de joie. Isabelle me guidait avec une intensité nouvelle, corrigeant mes mouvements mais aussi écoutant mes doutes sur l'université et l'avenir. Un soir, après une séance épuisante, elle m'a invité chez elle, un appartement modeste près du club rempli de livres et de trophées. Nous avons parlé jusqu'à minuit de la littérature que j'aimais particulièrement, les auteurs qui exploraient les thèmes de l'identité féminine et de l'amour interdit. Dans un élan de courage, j'ai confessé mes sentiments pour elle, avouant que je me sentais vivante seulement en sa présence. Isabelle a hésité longuement, son regard trahissant un mélange de tendresse et de peur, avant de répondre que mes mots la touchaient profondément, mais que notre différence d'âge et sa position rendaient tout impossible. Pourtant ce soir-là, elle m'a embrassé doucement sur le front, un geste chaste mais chargé d'émotion qui a scellé mon attachement. Le secret pesait de plus en plus lourd sur mes épaules, je mentais à ma mère sur mes soirées tardives, inventant des révisions avec des amies fictives. Elle commençait à suspecter quelque chose, fouillant subtilement dans mon téléphone quand je ne regardais pas ou posant des questions pièges sur mes fréquentations au club. Un week-end, elle m'a suivi discrètement jusqu'au bistrot où Isabelle et moi nous retrouvions, et bien qu'elle n'ait rien vu de compromettant, son intuition maternelle l'a alertée.
À table ce soir-là, elle m'a interrogé directement sur Isabelle, la décrivant comme trop influente pour une jeune fille comme moi. J'ai défendu mon entraîneuse affirmant qu'elle m'aidait seulement à progresser, mais ma voix tremblante m'a trahi. Ma mère a insisté sur les dangers des relations inappropriées, rappelant des scandales passés dans le sport français et soulignant les attentes sociales pour une femme de ma condition. Ce conflit intérieur me déchirait, je voulais hurler la vérité, mais la peur de perdre tout l'amour maternel me paralysait. Isabelle de son côté traversait ses propres tourments, elle me confiait lors de nos rencontres volées qu'elle craignait pour sa réputation professionnelle et qu'elle se sentait coupable de m'entraîner dans cette ambiguïté. Malgré tout, notre lien s'approfondissait, nous partagions des moments de complicité, pure discussion sur la société française, ses avancées en matière de droits LGBT et ses résistances persistantes dans les familles traditionnelles. J'excellais en natation grâce à sa guidance, mais aussi en littérature où je trouvais des miroirs à mes luttes. Un jour, lors d'une compétition importante à Lyon, j'ai remporté une médaille d'argent et Isabelle m'a félicité en privé avec une étreinte plus longue que d'habitude. Ce geste a ravivé mes espoirs mais aussi mes angoisses, car je sentais qu'elle luttait contre ses propres désirs. De retour à Paris, ma mère a redoublé d'efforts, organisant un dîner familial où elle a invité un jeune avocat fils d'amis pour me le présenter ouvertement. La soirée a été un supplice, je comparais mentalement cet homme poli mais fade à la profondeur d'Isabelle et j'ai fui tôt prétextant une migraine. Chez moi seule, j'ai pleuré, réalisant le prix de mes choix secrets. Isabelle m'a envoyé un message ce soir-là encourageant mais prudent, me rappelant de protéger mon cœur. Nos conversations nocturnes se multipliaient, explorant les thèmes de la trahison de soi et de la loyauté familiale. Le point de bascule est venu lors d'une dispute ouverte avec ma mère après qu'elle ait découvert des messages anodins entre Isabelle et moi. Elle a exigé que j'arrête les entraînements, accusant Isabelle de m'influencer négativement et de perturber mon avenir. J'ai résisté, affirmant mon droit à choisir mes mentors, mais au fond je savais que ma mère voyait plus loin qu'elle ne l'admettait. Isabelle, sentant la tempête approcher, a commencé à prendre ses distances, annulant des rencontres et se concentrant sur d'autres athlètes. Cela m'a blessé profondément, me faisant douter de la sincérité de ses sentiments. J'ai confronté Isabelle un soir au bord de la Seine, lui demandant si tout cela n'avait été qu'une illusion. Elle a pleuré pour la première fois, avouant son amour mais aussi sa peur insurmontable des conséquences pour nous deux. Ce moment de vulnérabilité mutuelle a renforcé notre lien émotionnel mais a aussi planté les graines de la rupture à venir. Ma mère de son côté intensifiait la pression, menaçant de contacter la direction du club si je ne mettais pas fin à cette proximité. Mes nuits étaient agitées de cauchemars où je perdais à la fois Isabelle et le soutien familial. Chaque décision devenait un dilemme moral, choisir l'authenticité au risque de tout perdre ou la conformité pour préserver la paix. Je me sentais piégée entre l'amour naissant et les chaînes invisibles de la société et de la famille. Isabelle représentait ma liberté mais aussi ma plus grande vulnérabilité. Les semaines ont passé dans cette atmosphère électrique d'espoir fragile et de crainte grandissante jusqu'à ce que la confrontation finale devienne inévitable. La rupture est arrivée de manière brutale un soir d'automne où Paris se couvrait de feuilles mortes. Isabelle m'a demandé de la rejoindre dans son appartement après l'entraînement, son ton inhabituellement grave m'a alerté immédiatement. Assise dans son salon sobre, elle a pris mes mains dans les siennes et m'a expliqué avec des larmes contenues qu'elle ne pouvait plus continuer cette relation même émotionnelle car les risques étaient trop grands pour sa carrière et pour mon bien-être futur. Elle a évoqué l'écart d'âge, les dynamiques de pouvoir dans le sport et la pression sociale qui rendaient tout impossible en France malgré les lois progressistes. Mes protestations n'y ont rien changé, elle insistait sur le fait que je méritais une vie sans secret et sans culpabilité constante. Ce soir-là, j'ai quitté son appartement, le cœur en miettes, marchant seule sous la pluie battante jusqu'à la Seine où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, réalisant à quel point elle m'avait brisé en choisissant la prudence plutôt que l'amour. De retour à la maison, ma mère aperçut immédiatement mon désarroi, exigeant des explications complètes. Sous la pression, je lui ai tout avoué, la nature de mes sentiments pour Isabelle, la profondeur de notre connexion et la façon dont elle avait mis fin à tout. Ma mère a explosé dans une colère froide mêlée de déception, accusant Isabelle d'avoir profité de ma vulnérabilité et me reprochant d'avoir trahi les valeurs familiales. Elle m'a interdit tout contact supplémentaire, menaçant de porter plainte contre le club si nécessaire et insistant sur le fait que mon orientation n'était qu'une phase influencée par une mauvaise mentor. Cette confrontation a marqué le début d'une période sombre où le silence régnait à table et où chaque regard maternel pesait comme un jugement éternel.
J'ai plongé dans mes études avec acharnement utilisant la littérature comme refuge analysant des œuvres sur l'identité et la rébellion pour trouver un sens à ma douleur. Isabelle a respecté sa décision évitant le club pendant des semaines et quand elle est revenue nos interactions se limitaient au strict professionnel ce qui accentuait ma souffrance intérieure. Les mois ont passé dans un brouillard de dépression légère, je perdais l'appétit, évitais les amis et me réfugiais dans la natation solitaire sans plus participer aux compétitions. Ma mère tentait de me rapprocher en organisant des sorties mère-fille mais ses efforts sonnaient faux car elle refusait d'aborder le sujet de mon identité préférant faire comme si rien ne s'était passé. Je me sentais trahie à la fois par Isabelle qui avait choisi la sécurité et par ma mère qui imposait son cadre moral sans comprendre ma lutte. Des amis discrets à l'université m'ont aidé en me présentant des groupes de soutien LGBT à Paris où j'ai rencontré d'autres jeunes femmes partageant des histoires similaires de familles conservatrices et de relations interdites. Ces échanges m'ont apporté un peu de réconfort mais n'effaçaient pas la blessure profonde. Un soir lors d'une réunion de ces groupes j'ai parlé pour la première fois ouvertement de ma relation avec Isabelle et du prix que j'avais payé pour avoir osé aimer. Les larmes ont coulé librement et pour la première fois j'ai ressenti un sentiment de communauté qui m'a aidé à recommencer à respirer. Pourtant le doute persistait, étais-je coupable d'avoir poursuivi cette connexion sachant les risques ou Isabelle avait-elle eu raison de mettre fin à tout pour nous protéger toutes les deux? Ma mère a découvert ces sorties grâce à des amis communs et une nouvelle dispute a éclaté où elle m'a accusé de fréquenter des milieux dangereux qui allaient ruiner mon avenir. J'ai défendu mon droit à explorer qui j'étais mais ses arguments sur la stabilité familiale et la réputation sociale m'ont ébranlé. Isabelle de loin observait mon parcours, elle m'envoyait parfois des messages encourageant mes distants soulignant mes progrès universitaires sans évoquer le passé. Cela me frustrait car je voulais des excuses ou une reconnaissance de notre lien perdu. Les fêtes de fin d'année ont été particulièrement difficiles, ma mère insistant pour un Noël traditionnel avec la famille élargie où les questions sur mon célibat fusaient de toutes parts. J'ai souri poliment mais intérieurement je bouillonnais de colère contre ce monde qui forçait le silence sur les vérités intimes. La guérison a été lente et chaotique, j'ai repris les entraînements avec une nouvelle détermination transformant ma douleur en force physique et mentale. Mes notes à la Sorbonne ont grimpé et j'ai commencé à écrire un mémoire sur les représentations littéraires des amours interdites en France contemporaine. Isabelle est restée une ombre bienveillante au club me félicitant de loin sans jamais franchir la barrière professionnelle qu'elle avait érigée. Ma mère a semblé se radoucir légèrement voyant mes succès académiques mais elle évitait toujours le sujet tabou préférant croire à une phase révolue. Pourtant au fond de moi la blessure demeurait vive rappelant chaque jour le coût de mes choix et de ceux des autres. Les confrontations internes se multipliaient, étais-je responsable d'avoir idéalisé Isabelle ou ma mère avait-elle raison de protéger la famille au prix de mon authenticité? Ces questions sans réponse me hantaient la nuit alimentant une détermination grandissante à trouver ma voie. À l'approche de la remise des diplômes j'ai été sélectionnée pour prononcer le discours de fin d'études, un honneur qui m'a rempli à la fois de fierté et d'angoisse. Je préparais des mots sur la résilience et la poursuite des rêves mais au fond mijotait l'idée de révéler enfin la vérité pour me libérer. Isabelle ignorait tout de cette invitation surprise de ma mère qui semblait ourdir quelque chose de calculé peut-être pour une confrontation publique ou pour forcer une clôture forcée. Les jours précédant la cérémonie ont été un tourbillon de répétitions intérieures où je pesais chaque mot, chaque révélation possible et le prix à payer pour la vérité. Ma mère agissait comme si tout était normal, préparant ma robe et organisant un dîner post-cérémonie mais son regard trahissait une attente mystérieuse. Le matin de la remise des diplômes s'est levé clair et prometteur sur Paris mais mon estomac se nouait d'appréhension. J'ai enfilé ma toge noire et ajusté ma coiffe devant le miroir essayant de reconnaître la jeune femme forte que j'étais devenue après tant de souffrances. Ma mère m'a accompagnée jusqu'à la Sorbonne, son bras passé sous le mien dans un geste de réconciliation apparente mais je sentais la tension sous-jacente. Une fois sur place, les retrouvailles avec les camarades ont été joyeuses mais mon esprit dérivait constamment vers le fond de la salle où Isabelle était assise discrètement comme annoncé par ma mère. Pourquoi l'avait-elle invitée après tout ce temps, après avoir condamné notre lien si farouchement? Cette question me taraudait pendant que les discours préliminaires se succédaient et que les noms étaient appelés un par un. Quand mon tour est venu de monter sur l'estrade pour recevoir mon diplôme, j'ai croisé le regard d'Isabelle distant mais intense et celui de ma mère triomphant d'une manière que je ne comprenais pas encore.
La préparation du discours de valedictorian avait été un combat intérieur pendant des semaines. J'avais écrit plusieurs versions passant de l'inspiration conventionnelle à la confession brute. Chaque mot pesait lourd car révéler la vérité signifiait affronter publiquement les préjugés familiaux et sociaux que j'avais endurés. Ma mère avait insisté pour lire une ébauche mais je l'avais refusé, protégeant mon secret jusqu'au bout. Maintenant, face à l'auditoire composé d'étudiants, familles et professeurs, je sentais le poids des regards, surtout celui d'Isabelle qui semblait surprise par ma présence sur scène. Ma mère au premier rang souriait mais ses yeux contenaient une lueur calculatrice comme si elle anticipait un moment précis. J'ai commencé mon discours par des remerciements classiques aux professeurs et à la famille mais rapidement j'ai dévié vers les luttes personnelles qui forgent l'identité. Les mots coulaient avec une émotion croissante évoquant les pressions invisibles, les secrets qui étouffent et le courage nécessaire pour s'affirmer. À mesure que je parlais, l'auditoire se taisait, captivé par le ton personnel inhabituel pour une remise de diplôme. J'ai évoqué sans nommer directement les relations interdites, les mentors qui changent une vie et les choix douloureux imposés par la société et la famille. Ma mère s'est raidie sur son siège, comprenant où je me dirigeais tandis qu'Isabelle au fond fixait le sol, évitant mon regard. J'ai continué en décrivant la douleur de l'amour non reconnu, le prix de la prudence excessive et la force trouvée dans la vérité malgré les pertes. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues mais ma voix restait ferme, portée par des années de silence forcé. L'auditoire murmurait, certains applaudissaient timidement, d'autres semblaient choqués par cette confession publique dans le cadre prestigieux de la Sorbonne. Ma mère s'est levée à moitié comme pour m'interrompre mais s'est rassise sous les regards. Isabelle elle aussi semblait figer, son expression un mélange de regret et de fierté contenue. J'ai conclu en posant des questions rhétoriques sur la moralité des choix qui brisent les cœurs au nom de la sécurité et sur le rôle de la famille dans l'acceptation ou le rejet de l'identité véritable. Le discours s'est terminé dans un silence pesant suivi d'applaudissements hésitants puis plus nourris de la part des étudiants qui semblaient reconnaître leur propre lutte. Descendant de l'estrade, j'ai croisé ma mère qui m'a saisi par le bras, murmurant furieusement: ce que tu viens de faire est impardonnable, tu as tout exposé devant tout le monde. Isabelle s'est approchée lentement, son regard croisé avec le mien pour la première fois depuis des mois, exprimant une tristesse profonde mais aussi une forme de libération. La confrontation qui a suivi dans le hall de la Sorbonne a été explosive, ma mère accusant Isabelle d'être la cause de mon malheur et Isabelle défendant calmement son rôle tout en admettant les erreurs de timing et de courage. J'ai observé la scène déchirée entre loyauté familiale et reconnaissance de la vérité émotionnelle partagée avec Isabelle. Les invités se dispersaient dans un brouhaha de commentaires choqués tandis que je restais au centre de ce tourbillon émotionnel, réalisant le prix immédiat de ma révélation, ma mère refusant de participer au dîner prévu et menaçant de couper les ponts si je ne me rétractais pas publiquement. Isabelle m'a offert un soutien discret, me félicitant pour ma bravoure mais soulignant que la route serait longue maintenant que la vérité était exposée. Cette journée qui devait célébrer mes accomplissements s'est transformée en un champ de bataille où chaque personnage payait le prix de ses décisions passées, ma mère pour son intransigeance, Isabelle pour sa peur et moi pour mon choix de parler enfin. Les jours suivants ont été marqués par des appels familiaux tendus et des messages de soutien d'amis et d'inconnus touchés par mon discours. Pourtant le doute persistait, avais-je bien fait de tout révéler ou avais-je seulement amplifié les blessures existantes sans réelle guérison? Ma mère a maintenu sa distance pendant des semaines, refusant le dialogue, et Isabelle est restée en périphérie, offrant un espace pour guérir sans pression. La société parisienne avec ses cercles intellectuels a réagi de manière contrastée, certains louant mon courage, d'autres critiquant l'inconvenance d'une confession personnelle lors d'un événement académique. J'ai réfléchi longuement à ces réactions, comprenant que ma vérité avait touché des cordes sensibles sur les préjugés persistants même dans une France moderne. Le coût personnel était élevé, relations familiales tendues, carrière potentiellement impactée par la visibilité soudaine mais aussi une liberté intérieure nouvelle que je n'avais jamais ressentie. Isabelle et moi avons repris contact progressivement, des conversations prudentes sur la guérison et l'avenir, sans retour romantique mais avec une compréhension mutuelle profonde. Ma mère a fini par accepter une rencontre après des semaines de silence mais la conversation est restée superficielle, évitant le cœur du sujet. Chaque choix continuait à peser lourd, soulignant les dilemmes moraux qui définissent nos vies. Les semaines suivant la cérémonie ont été un mélange chaotique de libération et de conséquences inattendues. Mon discours a circulé sur les réseaux sociaux parisiens, suscitant débat dans les cercles universitaires et LGBT où beaucoup voyaient en moi une voix pour les silences imposés par les familles traditionnelles.
Ma mère a évité tout contact direct pendant un mois entier, se réfugiant chez des amis de province pour digérer l'humiliation publique qu'elle percevait dans mes mots. Quand elle est revenue à Paris, elle m'a convoqué dans notre appartement familial pour une discussion tendue où elle a exprimé sa déception profonde, accusant mon choix de révéler tout d'avoir détruit l'image parfaite qu'elle cultivait depuis des années. J'ai écouté patiemment, expliquant que le silence m'avait déjà brisé et que la vérité était le seul chemin vers une relation authentique, même si elle était douloureuse. Elle a pleuré pour la première fois en ma présence, admettant partiellement ses peurs enracinées dans sa propre éducation conservatrice, mais refusant toujours d'accepter pleinement mon identité. Cette conversation partielle a ouvert une brèche minuscule mais suffisante pour envisager une reconstruction lente. Isabelle, quant à elle, a maintenu un contact respectueux, m'invitant à des cafés neutres pour discuter des retombées sans jamais revenir sur le passé romantique. Elle reconnaissait avoir contribué à ma souffrance par sa décision de rompre, mais soulignait aussi les contraintes réelles du milieu sportif et sociétal français. Nos échanges m'ont aidé à pardonner progressivement, sans oublier le prix payé. Ensemble, nous avons réfléchi aux dilemmes moraux qui avaient marqué notre histoire: l'équilibre entre protection et authenticité, le rôle des figures d'autorité dans la vie des jeunes et les pressions familiales qui forcent les compromis douloureux. Peu à peu, j'ai repris une vie plus équilibrée, terminant des projets littéraires inspirés de mon parcours et participant à des groupes de parole où d'autres partageaient des récits similaires de coming out difficiles en France. Ces expériences ont renforcé ma conviction que mes choix, bien que controversés, avaient été nécessaires pour mon épanouissement personnel. Ma mère a fini par assister à un événement mineur de ma vie post-diplôme, un vernissage littéraire où j'ai lu un extrait de mon travail. Son présence silencieuse au fond de la salle marquait un pas timide vers la réconciliation, mais les non-dits persistaient. Isabelle n'était pas là ce soir-là, respectant les limites que nous avions établies. La vie continuait avec ses tensions résiduelles, mais aussi avec une clarté nouvelle sur les conséquences de chaque décision. J'ai compris que briser le silence avait coûté des relations stables, mais gagné une intégrité intérieure précieuse. Les débats publics autour de mon discours continuaient, certains me soutenant pour avoir défié les normes, d'autres me critiquant pour avoir exposé des détails intimes dans un cadre professionnel. Ces réactions reflétaient les divisions persistantes dans la société française sur l'acceptation des identités LGBT au sein des familles. Au fil des mois, une routine apaisée s'est installée. Je travaillais comme assistante éditoriale dans une maison d'édition parisienne spécialisée en littérature queer, et je nageais toujours au club où Isabelle officiait désormais, avec une distance professionnelle respectueuse. Ma mère et moi communiquions plus régulièrement, bien que prudemment, évitant les sujets explosifs tout en construisant une coexistence fragile. Isabelle m'a confié un jour qu'elle regrettait de ne pas avoir eu le courage plus tôt, mais qu'elle était fière de mon parcours. Ces mots ont apporté une forme de clôture douce, sans réouverture des anciennes blessures. Pourtant, les questions morales demeuraient vives. Chaque choix passé portait son poids et influençait le présent. Avais-je eu raison de tout exposer au risque de blesser définitivement ma mère, ou aurais-je dû préserver le silence pour maintenir une paix illusoire? Isabelle avait-elle bien fait de rompre par prudence, ou son choix avait-il été une trahison émotionnelle? Ma mère elle-même se débattait avec ses convictions traditionnelles, confrontée à la réalité de ma vie. La vérité exposée lors du discours avait transformé nos trajectoires collectives, forçant chacun à affronter les conséquences de ses actions et inactions. Dans cette nouvelle réalité, je trouvais une force tranquille, consciente que les luttes internes et les pressions sociales persistent, mais que l'authenticité offre un chemin vers la guérison, même imparfaite. Les jours s'écoulaient avec une acceptation grandissante des complexités humaines et des débats éthiques qui définissent nos existences. La famille restait un pilier fragile mais présent, l'amitié avec Isabelle une connexion transformée, et mon identité affirmée une victoire personnelle chèrement acquise. Est-ce que le choix d'Emma de révéler toute la vérité lors de son discours de remise des diplômes était justifié, même s'il a causé une douleur profonde à sa mère et des tensions durables, ou aurait-elle dû préserver le silence pour protéger les relations familiales au prix de son authenticité personnelle?